Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. La WTA suspend ses tournois en Chine en raison de l'affaire Peng Shuai. Décision prise par Steve Simon, le président de l'association des joueuses de tennis. Peng Shuai, qui avait disparu pendant un temps après avoir révélé que l'ancien vice-premier ministre l'avait violée, aurait subi des pressions pour revenir sur ses accusations. Les restrictions à travers le monde se multiplient pour faire face au variant Omicron. Pour rentrer en France, un voyageur en provenance d'un pays hors de l'Union européenne devra justifier maintenant d'un test négatif de moins de 48 heures. L'Allemagne ou encore les États-Unis doivent annoncer aujourd'hui de nouvelles restrictions sanitaires. La Russie envisagerait d'envahir l'Ukraine. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, assure en avoir la preuve. Depuis des semaines, Moscou masse ses troupes à sa frontière avec le pays. La tension est au plus haut entre pays occidentaux et le Kremlin. Anthony Blinken doit rencontrer ce jeudi son homologue russe Sergueï Lavrov. Après le journal, nous partirons en Grèce. Le pays fait face chaque jour à l'arrivée de dizaines et de dizaines de migrants. Afin de mieux les accueillir, l'Union européenne a fait construire un camp sur l'île de Samos en mer Égée. Un camp qu'elle veut exemplaire mais qui fait polémique. Reportage à découvrir dans une quinzaine de minutes. Tout de suite, c'est le journal. Il n'y aura pas de tournoi de tennis féminin en Chine en 2022. L'annonce a été faite par Steve Simon, le président de la WTA, l'association des joueuses de tennis. Une décision prise suite à l'affaire Peng Shuai. La joueuse chinoise avait disparu plusieurs jours en novembre après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre de l'avoir violée. Et elle a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ses accusations d'agression sexuelle, a précisé Steve Simon. Edwige Ouamati-Nissa. C'est un véritable coup de théâtre dans le milieu du tennis mondial. La WTA vient d'annoncer sa décision de suspendre ses tournois en Chine. Steve Simon, le directeur général, justifie cette décision par le traitement infligé par la Chine à la joueuse chinoise Peng Shuai. Avec le soutien total du conseil d'administration de la WTA, j'annonce la suspension immédiate de tous les tournois de la WTA en Chine, y compris en Hong Kong. La décision de l'association a des conséquences importantes. Elle représente un manque à gagner estimé à plusieurs centaines de millions de dollars en droits télévisés. Une annonce embarrassante pour Pékin qui organise en février les Jeux olympiques d'hiver. Sur les réseaux sociaux, les stars du tennis ont vite réagi. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent se permettre de faire quelque chose comme ça, bien plus que la WTA. Respect. Il est beaucoup plus facile de faire ce qui est juste quand il n'y a pas de risque associé. Je suis fier de faire partie du milieu du tennis. Le sort de Peng Shuai, une affaire qui déchaîne les passions. Sa disparition, après avoir accusé de viol un ancien haut dirigeant chinois, avait provoqué l'inquiétude et l'émoi dans le monde entier. Réapparue en public le 21 novembre comme spectatrice d'un tournoi de tennis à Pékin, la joueuse de tennis avait assuré être saine et sauve lors d'une vidéoconférence avec le président du comité international olympique. Mais pour la WTA, elle aurait subi des pressions pour revenir sur ses accusations. Les déclarations fracassantes de la joueuse ont été les premières visant de hauts responsables du Parti communiste chinois depuis le début de MeToo, mouvement mondial contre les violences faites aux femmes. Et le numéro 1 mondial de tennis, Novak Djokovic, a apporté son soutien à la WTA, une décision courageuse. Nous n'avons pas assez d'informations sur Peng Shuai. Je sais qu'elle a fait une déclaration réclamant qu'on respecte sa vie privée, mais bon, sa santé importe à toute la communauté du tennis, a-t-il déclaré. Les cas de variant Omicron apparaissent un peu partout dans le monde et c'est au tour des États-Unis de confirmer leur premier cas. Un voyageur de retour d'Afrique du Sud a été testé positif en Californie. Afin de protéger son pays, le président Biden doit annoncer aujourd'hui la mise en place de nouvelles mesures sanitaires. Un test de moins de 24 heures deviendrait obligatoire, y compris pour les touristes vaccinés. Éléonore Vanel. Ce n'était donc qu'une question de jours. Le premier cas du variant Omicron a été confirmé aux États-Unis, dans l'État de Californie. The individual was a traveler who returned from South Africa on November the 22nd and tested positive on November the 29th. The individual was fully vaccinated and experienced mild symptoms which are improving at this point.
Les personnes proches du malade ont depuis été testées, toutes sont négatives. Un premier cas positif qui pousse les autorités américaines à appeler une fois encore ses citoyens à se faire vacciner. The evidence that an individual with Omicron identified by sequencing actually has mild symptoms, is improving, I think is a testimony to the importance of the vaccinations. Malgré les discours rassurants, la Maison-Blanche envisage de durcir les conditions d'entrée sur le territoire, moins d'un mois après la réouverture des frontières. Joe Biden doit annoncer ce jeudi des mesures. Parmi les pistes évoquées, un test PCR négatif obligatoire de moins de 24 heures avant le départ, contre 72 heures actuellement. Un autre test, 3 à 5 jours après l'arrivée, pourrait également être demandé. Selon des médias américains, une autre piste plus controversée est débattue, imposer une quarantaine de 7 jours aux voyageurs, quel que soit le résultat du test, sous peine de pénalité. Et la France a déjà pris les devants. Elle a annoncé hier un durcissement des conditions d'accès à son territoire. Tous les voyageurs, même vaccinés en provenance d'un pays hors de l'Union européenne, devront désormais présenter un test négatif. 13 cas suspects du variant Omicron ont été détectés dans l'Hexagone. On vient en détail sur ces nouvelles mesures avec nos confrères de France 3. Face à la menace du variant Omicron, les conditions d'accès au territoire français se durcissent pour les voyageurs. Si vous arrivez d'un pays situé en dehors de l'Union européenne, un test négatif de moins de 48 heures sera exigé dès samedi. Si vous venez d'un pays membre de l'UE, un test négatif de moins de 24 heures sera obligatoire uniquement si vous n'êtes pas vacciné. De nouvelles mesures diversement appréciées par les voyageurs. J'ai aucun problème à ce qu'on me teste en fait. Je trouve qu'on nous complique un peu les choses en sachant qu'on nous a demandé d'avoir un pass sanitaire, c'est ce qui est fait. Si vous revenez d'un des 10 pays classés rouge écarlate comme l'Afrique du Sud ou l'île Maurice, une quarantaine est désormais obligatoire. Isolement à domicile ou dans un lieu choisi pour 7 jours si le test est négatif. Isolement dans un hôtel dédié si le test est positif pour 10 jours. Et dans les 2 cas, une surveillance et une vérification par les forces de sécurité intérieure du respect de cette mesure d'isolement. Une mesure qui concernera notamment un groupe de Français actuellement bloqués depuis samedi dernier en Afrique du Sud. Bien évidemment, on fera tous les tests nécessaires, le PCR au départ, le PCR à l'arrivée. S'il faut être confiné 7 jours, on sera confiné 7 jours. Mais bon, pour l'instant, j'ai qu'une hâte, c'est de partir d'ici, de rentrer chez moi et de retrouver les miens. Ce nouveau tour de vis est-il efficace pour freiner l'arrivée d'Omicron sur le territoire ? Pour ce spécialiste, il s'agit avant tout de gagner du temps. Gagner quelques semaines de plus en ne favorisant pas son implantation sur un territoire est peut-être une très bonne stratégie de façon à essayer de pouvoir mieux le connaître et éventuellement de pouvoir mieux se préparer à lutter contre. Il y a actuellement 13 cas suspects du variant Omicron sur le territoire français. Ils sont en train d'être séquencés et les résultats devraient être rendus publics dans les prochaines heures. Le droit à l'avortement remis en question aux États-Unis. La Cour suprême a accepté d'examiner une loi du Mississippi interdisant l'avortement après 15 semaines de grossesse, loi qui avait été bloquée par les tribunaux. La haute juridiction a ainsi montré qu'elle était prête à revenir sur ce droit. En voulant bien étudier cette loi, la décision des 9 sages ne devrait pas être connue avant le printemps, un sujet qui continue de diviser plus que jamais le pays. Éléonore Vanel. Des centaines de militants face à face devant la Cour suprême des États-Unis. Certains défendent le droit à l'avortement, d'autres s'y opposent. Tous sont réunis alors que la plus haute juridiction du pays examine une loi du Mississippi réduisant l'accès à l'IVG. Je n'ai jamais eu recours à l'avortement, mais il est possible que j'en ai besoin un jour. Il s'agit simplement de justice. Je pense que l'avortement, c'est quelque chose de barbare. C'est atroce de penser que l'avortement donne du pouvoir. Je pense que c'est le contraire. Aux États-Unis, le droit à l'avortement est garanti depuis 1973 avec l'arrêt emblématique de la Cour suprême, Roe versus Wade. Une décision qui interdit également aux États de priver les femmes du droit à l'IVG. En 1992, la jurisprudence précise que ce droit s'applique tant que le fœtus n'est pas déclaré viable, c'est-à-dire vers 22 à 24 semaines de grossesse. Mais revirement en juillet dernier, l'État très conservateur du Mississippi demande l'abrogation du droit à l'avortement à partir de la 15e semaine, même en cas de viol ou d'inceste. Une requête que la Cour suprême a accepté d'examiner. Les plaidoiries se sont déroulées ce mercredi pour les 2 parties. D'un côté, l'État du Mississippi, de l'autre, une clinique pro-avortement qui avait contesté la loi. Il faut rendre aux États le droit de décider de leur propre politique d'avortement pour que nous décidions, nous, les citoyens.
Une fois encore, nous sommes complètement préparés à cela. Nous avons essayé d'insister sur l'importance de ce droit pour permettre aux femmes de poursuivre leur profession, pour leur santé, pour leur vie. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait catastrophique que la Cour retire ce droit. Jusqu'à maintenant, les tentatives des États de réduire le droit à l'avortement ont toujours été invalidées par la Cour suprême. Mais son équilibre politique a fortement basculé lors du mandat de Donald Trump. L'ancien président avait pu nommer 3 juges ultra-conservateurs, ne laissant que 3 magistrats progressistes, sur un total de 9. La décision devrait être rendue d'ici 7 mois. Pourquoi Moscou continue inlassablement de masser ses troupes à la frontière avec l'Ukraine? Selon Antony Blinken, la Russie envisagerait d'envahir le pays. Le secrétaire d'État américain a assuré avoir des preuves lors d'une réunion de l'OTAN hier. Il a menacé Moscou de sanctions en cas d'agression de l'Ukraine. Pour le Kremlin, c'est l'OTAN qui est responsable de ces tensions. Antony Blinken doit rencontrer ce jeudi son homologue russe Sergueï Lavrov. Théa Bazarevitch. Aux portes de l'Ukraine, il multiplie les exercices militaires. Plus de 90 000 soldats russes seraient massés ici, selon Kiev. Et leur présence inquiète les autorités. Nous allons demander aux alliés de se joindre à l'Ukraine pour mettre en place un ensemble de mesures de dissuasion, comme des sanctions économiques qui seraient imposées à la Russie au cas où elle déciderait de choisir le pire des scénarios. À savoir une invasion de l'Ukraine, un scénario que les États-Unis ne laisseront pas se produire. À l'issue du premier jour d'une réunion de l'OTAN prévue de longue date à Riga en Lettonie, le chef de la diplomatie américaine a mis en garde la Russie. Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Mais nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement. Nous avons clairement fait savoir au Kremlin que nous riposterons en cas d'agression. Le Kremlin, de son côté, se défend de toute velléité belliqueuse. Nous n'avons pas besoin de conflit, mais si l'Occident est incapable de contenir l'Ukraine, et au contraire l'incite, alors bien sûr nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité. Depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, l'Est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Le conflit a déjà fait plus de 13 000 morts. En avril dernier, de vives tensions avaient fait craindre une reprise des combats. Une autre réunion est prévue ce jeudi entre Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour mettre fin au conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit lui prêt à des pourparlers directs avec Moscou. Et depuis lundi, les pourparlers sur le nucléaire iranien ont repris à Vienne. Où en sont les négociations? Un accord est-il possible? Le directeur de l'AIEA s'est entretenu avec Marc Perelman. Écoutez. Je pense que c'est une question de volonté politique, finalement. L'accord est possible si la volonté politique est là. L'avantage, c'est qu'il ne recommence pas à partir de rien ou de zéro. Il y a eu auparavant 6 rondes des négociations, c'est la 7e étape. Mais c'est avec une nouvelle administration iranienne. C'est une nouvelle administration iranienne, c'est vrai, donc ça changera un peu, peut-être. Mais bon, un travail de base a été fait, donc ils ont de la matière sur laquelle y construire. C'est une première victoire pour les pêcheurs français. L'île anglo-normande de Guernesey leur a accordé une 40aine de licences de pêche. C'est une excellente nouvelle, a salué la ministre française de la Mer, Annick Girardin. Mais il en manque encore 111 post-Brexit. Paris attend maintenant que Jersey et Londres fassent de même, ce qui s'annonce toujours bien plus compliqué. Théa Bazarevitch. C'est une prise satisfaisante pour les pêcheurs français. Dans leur filet, 40 licences délivrées d'un coup par le gouvernement de Guernesey. La ministre française de la Mer salue une excellente nouvelle. La Commission européenne et la France ont bien avancé en quelques semaines avec Guernesey. Les efforts payent et le travail continue pour donner une visibilité maximale aux professionnels. Aux 40 licences s'ajoutent 3 bateaux qui viendront remplacer des navires ayant quitté la flotte française. Tous pourront continuer à pêcher au large de l'île anglo-normande, comme avant le Brexit. Le combat est pour autant loin d'être terminé. 111 licences manquent toujours à l'appel. Si Paris considère Guernesey comme un partenaire fiable, les négociations sont plus rudes avec Jersey et Londres. La France leur reproche de ne pas délivrer les licences assez vite. Avec le Brexit, les zones de pêche ont été redessinées. Et ses règles avec.
Pour pouvoir continuer de travailler dans certaines eaux britanniques, les pêcheurs européens doivent obtenir un permis délivré par Londres et prouver qu'ils y pêchaient déjà entre 2012 et 2016. Tout sauf une simple formalité, surtout pour les petits bateaux. Moins bien équipés, souvent dépourvus de traceurs GPS, ils peinent à prouver leur présence. Les anciens navires remplacés par des neufs sont eux aussi dans l'impasse. Il y a quelques jours, par l'intermédiaire de son secrétaire chargé des affaires européennes, le gouvernement français affirmait que la balle était dans le camp des Britanniques. Les deux pays ont jusqu'au 10 décembre, date fixée par la Commission européenne pour régler ce litige, avant d'éventuelles mesures de rétorsion. Et on fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. La WTA suspend ses tournois en Chine en raison de l'affaire Peng Shuai. Décision prise par Steve Simon, le président de l'association des joueuses de tennis. Peng Shuai qui avait disparu pendant un temps après avoir révélé que l'ancien vice-premier ministre l'avait violée, aurait subi des pressions pour revenir sur ses accusations. Les restrictions à travers le monde se multiplient pour faire face au variant Omicron. Pour entrer en France, un voyageur en provenance d'un pays hors de l'Union européenne devra justifier d'un test négatif de moins de 48 heures. L'Allemagne ou encore les États-Unis doivent annoncer aujourd'hui de nouvelles restrictions sanitaires. La Russie envisagerait d'envahir l'Ukraine. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, assure en avoir la preuve. Depuis des semaines, Moscou masse ses troupes à sa frontière avec le pays. La tension est au plus haut entre pays occidentaux et le Kremlin. Anthony Blinken va rencontrer ce jeudi son homologue russe, Sergueï Lavrov. Je vous emmène à présent en Grèce. Le pays fait face chaque jour à l'arrivée de dizaines et de dizaines de migrants. Afin de mieux les accueillir, l'Union européenne a fait construire un camp sur l'île de Samos en mer Égée. Un camp qu'elle veut exemplaire mais qui fait la polémique. Le pape François, qui prône l'accueil des migrants, doit s'y rendre dimanche. C'est un reportage d'Alban Mikosi et Florence Crimon. C'est le camp numéro 1, érigé en modèle. Inauguré il y a quelques semaines sur l'île grecque de Samos. Un petit terrain de sport, des services et 3000 places disponibles dans des containers transformés en logements. Ces deux hommes sont congolais, ils viennent juste d'y arriver. Nous sommes ici, dans la chambre 213, avec mon confrère. Voilà notre maison. Bon, pour dormir, moi j'utilise le haut. Et puis ça, c'est la couverture. Quand il pleut ici, nous sommes à l'abri. Il n'y a pas de problème pour ça. Ici, c'est mieux, les conditions sont bonnes par rapport à l'ancien camp. Parce que dans l'ancien camp, nous étions dans des conditions vraiment déplorables. L'ancien camp est resté en l'état. C'était un bidonville, en vérité, une jungle. Impossible de contrôler les allées et les venues. L'administration grecque était impuissante. Dès que possible, les migrants cherchaient à fuir. Parfois, les cabanes brûlaient, accidentellement ou parce que les riverains excédés y mettaient le feu. Le nouveau centre a été installé sur une colline éloignée. 2 ans de travaux pour mieux loger les migrants et aussi mieux les contrôler. Double rangée de barbelés, fouilles régulières. Le camp de Samos ressemble à une prison. En plus de la police grecque, une entreprise privée britannique, 180 personnes, assure la surveillance. Il y a actuellement près de 400 migrants, principalement afghans, syriens et africains. L'étude de leur dossier prend du temps. Saïd Bilal Hachimi vient de Kaboul. Il attend en Grèce depuis 2 ans que l'Europe lui dise oui ou non. 2 ans que je suis ici. J'ai perdu 2 ans de ma vie. Suis-je un animal? Je vous le demande. Suis-je un animal? Non, je suis un humain. J'ai envie d'un futur. Alors dites-moi ce que je fais ici. Médecins sans frontières s'est installé à l'écart du camp volontairement. Les responsables de l'organisation refusent d'être associés à la politique de l'Union européenne. Pour leur directeur, l'image de camps fermés, de migrants quasi détenus est un symbole, celui d'une Europe qui se ferme. C'est la politique qui a été définie par l'Union européenne et par les États membres, c'est-à-dire de contenir et de dissuader les requérants d'asile de venir chercher protection en Europe. Les Grecs sont partagés. Les pêcheurs ont retrouvé le calme dans le petit centre de Samos. Mais les 43 millions d'euros consacrés à la construction de ce camp font polémique. L'Europe a donné des millions d'euros. Elle leur a donné des maisons. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une maison comme ça, sans payer de loyer. Vous comprenez ?
Dans la journée, les migrants ont le droit de sortir, mais à 20h, ils doivent obligatoirement être rentrés au camp, sous peine de voir leur dossier bloqué. Ces îles grecques, très éloignées du continent, servent de sas, en quelque sorte.